Donc sans plus attendre, avec un grand plaisir, je te laisse le micro, Nesrine. Merci Adrien, merci pour l'invitation. Je suis quand même ravie d'être là. Merci Cédric et Mathieu pour l'humble invitation. Je suis d'autant plus ravie aujourd'hui parce que je vais parler d'un sujet qui me plaît énormément. Alors certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, ceux peut-être pour la première fois. Je vais vous parler de l'importance de la connexion émotionnelle dans la création des produits digitaux. Voilà. Alors, on va démarrer. Mais avant de démarrer, j'aimerais quand même vous raconter un petit peu l'histoire derrière comment je suis devenue aussi passionnée et engagée de cette notion de delight. Alors, Adrien a un petit peu parlé de mon parcours, mais moi, j'ai démarré ma carrière dans la recherche. J'ai fait une école d'ingé, après j'ai fait une thèse. Et ma carrière était censée aller dans la recherche. Et j'étais ingénieure de recherche chez Alcatel-Lucent à l'époque. Et dans la recherche, en fait, on est quand même pas mal qualifié par le nombre d'articles et de conférences qu'on soumet. Et donc pendant ma thèse, j'ai eu la chance de pouvoir soumettre une vingtaine de papiers de conférences et du coup, j'ai voyagé le monde pour pouvoir en parler. Donc c'est un petit peu comme le parcours d'un chercheur, c'est de vraiment assister à des conférences et présenter son travail de recherche. Et ça m'a vraiment donné ce goût de devenir public speaker. C'est vraiment continuer à intervenir dans les conférences. Donc même quand j'ai quitté la recherche et je suis devenue product manager, là pour le coup en Suède chez Skype, appartenant à Microsoft en effet, j'ai continué donc à intervenir, mais là pour le coup sur des sujets de produits. Et ben une fois, il y a à peu près 3 ans de là, quand je travaillais sur Google Meet, il y avait un organisateur de conférence qui me dit on aimerait bien que tu sois notre keynote speaker, mais là pour le coup on a un sujet en particulier sur lequel on souhaite que tu viennes nous raconter. Alors c'est pas très commun, généralement c'est les speakers qui définissent un petit peu leur sujet, mais sa demande c'était de venir faire un talk sur qu'est-ce qui fait que ces 3 produits-là sont aussi successful. Enfin, en gros, sa demande, c'était qu'est-ce qui fait que Skype, surtout à l'époque, Spotify, Google Meet, Chrome, etc., soit aussi réussi. Alors, je vous ai dit, c'est pas très commun, mais j'ai adoré le défi, donc je me suis mise à table et j'ai essayé de voir un petit peu quel était ce point en commun qui fait que ces produits-là sont vraiment à fort impact. Et figurez-vous que le résultat, en tout cas la conclusion, c'est que ces 3 produits-là, ils investissent énormément sur la connexion émotionnelle. C'est-à-dire, on ne va pas seulement résoudre des besoins fonctionnels, mais on va aller au-delà en essayant de créer également cette connexion émotionnelle. Alors, pour mieux l'expliquer, j'aimerais que vous, peut-être vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, mais l'idée, c'est d'essayer de vous rappeler du plat qui vous a le plus plu, on va dire sur les 3 derniers mois. Essayez de vous rappeler d'un plat qui vous a vraiment, vraiment plu sur les... Allez, on va rester sur les 3 derniers mois, sinon c'est compliqué. Vous en avez chacun ? Ok. Alors maintenant, on va plutôt se poser la question, pourquoi vous avez choisi ce plat en particulier ? Peut-être parce qu'il était très bon, ou très bien présenté, ou peut-être parce que vous l'avez partagé avec quelqu'un de spécial, ou dans une certaine ambiance. Ce qui est certain, c'est que c'est pas parce qu'il a satisfait votre faim, en fait. En fait, vous vous rappelez de ce plat-là parce qu'il a suscité une certaine des émotions positives chez vous. Ça vous a créé des émotions et généralement, ces émotions sont assez positives. Et on appelle ça en tout cas des peak moments. C'est vraiment des moments de pointe qui fait qu'on se rappelle de quelque chose qui pourrait être un produit en effet en fonction des émotions que ça a créé chez nous. Et ben, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que c'est pareil dans les produits, même les produits digitaux. C'est-à-dire que si je vous demande aujourd'hui, et j'ai fait cet exercice-là lors de plusieurs interventions, quel est votre meilleur produit, et ben vous allez peut-être réfléchir ou proposer le produit, évidemment, qui vous sert à faire quelque chose, mais aussi avec lequel vous avez une certaine connexion émotionnelle. D'ailleurs, c'est assez juste sur une anecdote. L'autre fois, j'ai fait un Slido pour essayer d'avoir à chacun quel est son produit favori, et j'en ai eu Jira. Mais bon, chacun a le droit, hein. Et puis bon, je comprends. Bref, donc, un tout petit peu plus fort. D'accord, ok. Je vais essayer de garder ce rythme, sachant que c'est 1 heure.
Dans le produit, moi j'appelle ça le delight. Tout simplement, le delight c'est quoi? C'est quand un produit va au-delà de satisfaire des besoins fonctionnels et il va créer cette connexion émotionnelle. Il faut savoir que, et c'est là où peut-être c'est assez nouveau pour vous, c'est qu'il y a deux types de delight. Alors aujourd'hui, si je demande à chacun d'entre vous que veut dire le delight, je suis sûre à 90%, je vais avoir la définition de ce que j'appelle le delight superficiel. Tout simplement, ces belles interactions dans le produit, ces belles animations, ces pop-up, ces easter eggs qui vont vraiment sortir un peu de nulle part dans le produit. Et ça, justement, ça a un nom et je l'appelle le delight superficiel et ce n'est qu'un type de delight. Alors le meilleur exemple que j'ai pour vous, j'ai un Apple Watch, il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire, et j'ai eu un petit pop-up en me souhaitant joyeux anniversaire. Après tout, pourquoi pas? Voilà, ça fait un petit smile, ça fait un petit sourire et c'est toujours gratuit. Par contre, ce type de delight n'a d'intérêt que quand la fondation est là. On ne peut pas, quand on est en train de construire un produit, commencer à rajouter ce genre de feature alors que la base n'est pas encore là. Par contre, quand elle est absente, et c'est là où il y a le risque, c'est que le produit devient assez fade, assez gris et on a vraiment beaucoup de mal à se connecter avec ce produit-là de point de vue émotionnel. Maintenant, le deuxième type, qui est un petit peu moins connu et c'est là qui généralement génère le plus d'impact, c'est ce que j'appelle le delight profond. Alors le delight profond, c'est quand une feature, évidemment, sert de point de vue fonctionnalité, utilisabilité, mais aussi elle donne du plaisir. C'est-à-dire elle n'intervient pas entre l'utilisateur et le produit, elle ne va pas gâcher l'expérience, mais elle va rendre l'expérience encore plus agréable. Et le meilleur exemple que j'ai pour vous, vous l'avez certainement tous utilisé, le Smart Compose, quand vous êtes en train de rédiger un email sur Gmail et vous avez des petites propositions pour finir votre phrase. Ça ne gêne en aucun cas. Au pire, vous pouvez ignorer, mais c'est très en lien avec l'objectif de l'utilisateur qui est écrire un mail. Voilà. Donc là, vous avez compris qu'il y a deux types de delight. Il y a le delight superficiel, il y a le delight profond. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi vraiment on va s'attarder, on va voir limite passer du temps à essayer d'investir sur ce sujet-là? La première raison, et je pense que vous m'aviez entendu parler plusieurs fois de ce terme, c'est que ça va créer une connexion émotionnelle entre l'utilisateur et le produit. Alors, je m'explique par rapport à cette notion-là, parce que c'est quand même très intéressant. C'est que quand j'ai rejoint Skype, il y a une douzaine d'années, et à l'époque, d'ailleurs, juste pour vous donner à peu près un ordre d'idée de la période, à l'époque, il n'y avait pas de groupe vidéo call. On pouvait faire que du one-to-one vidéo call. Et évidemment, moi, j'étais à l'étranger, loin de mes familles, mes amis, etc. Et le fait d'avoir cette possibilité, d'avoir cette feature-là, c'était plus que passer un call. C'était vraiment la possibilité d'être présent dans des anniversaires, des mariages, des événements. Donc vraiment, il y a une connexion et la possibilité d'être présent et connecté avec la communauté ou la famille. Donc aujourd'hui, évidemment, Skype n'est plus Skype d'avant. Mais par contre, aujourd'hui, quand je me rappelle de Skype, pareil, j'imagine pour tous, ça dépend de la génération et de l'âge, mais on se rappelle tout de suite de cette tonalité. Pam, pam, pam. Et ça nous rappelle tout de suite le bleu assez caractéristique de l'appli, de la facilité d'utilisation, des emojis. C'est quand même assez joyeux, assez playful, comme on dit. Mais donc pour moi, Skype, c'est vraiment plus qu'un outil d'appel. C'est vraiment, ça a été carrément designé et conçu pour vraiment aller au-delà et vraiment créer une certaine connexion avec les utilisateurs. Et pourquoi cette connexion émotionnelle, c'est très important? Parce que d'ailleurs, j'aimerais partager avec vous, il y a eu une étude assez récente qui a été publiée par le Harvard Business Review. Et donc, je vous explique un petit peu ce qu'ils ont fait dans cette étude. Ils ont pris deux groupes. Un groupe où les utilisateurs sont émotionnellement connectés avec le produit et un deuxième groupe où les utilisateurs sont très satisfaits. On ne parle même pas des utilisateurs qui ne sont pas satisfaits du produit. Enfin, on met à l'écart. Donc on a deux groupes. Un groupe qu'on appelle highly satisfied, sont vraiment très satisfaits, et un groupe qui sont émotionnellement connectés. Et j'aimerais que vous essayiez de deviner le pourcentage qu'un utilisateur émotionnellement connecté, c'est le résultat de la recherche, enfin de l'étude, et plus susceptible de recommander ou d'utiliser le produit de combien par rapport à un utilisateur qui est fortement satisfait.
Donnez-moi un chiffre. 2 fois plus. Ah oui. En fait, c'est 50% de plus. Voilà. En fait, un utilisateur qui est émotionnellement connecté avec un produit, il est 50% de plus. Il y a 50% de plus de chances de recommander, d'utiliser et d'acheter un produit. Et là, je parle de par rapport à un utilisateur qui est satisfait. Alors là, le pourcentage par rapport à ceux qui sont moyennement satisfaits, ça doit être autre chose. Donc voilà, ça explique déjà pourquoi, de point de vue produit, c'est si intéressant. Il y a un deuxième point qui est aussi très très important, et franchement à ne pas ignorer et à prendre au sérieux, c'est le bouche à oreille. En fait, quand on est émotionnellement connecté avec un produit, on va avoir une aisance à en parler autour de nous, à tweeter, à partager, et c'est pas négligeable. Parce que ça crée un phénomène de croissance phénoménal. Et donc, d'ailleurs, c'est un des outils qu'utilise beaucoup Spotify, comme des features comme Wrapped, par exemple. Enfin, c'est des features qui sont vraiment conçues pour le bouche à oreille, pour le partage, etc. D'ailleurs, j'aimerais peut-être vous poser la question, je ne sais pas si vous êtes familier de la notion de antémérie. Je pense que ça se dit comme ça, antémérie, c'est en anglais, c'est anthemeria. En fait, c'est un concept qui a été presque limite introduit par Google ou par Skype. En fait, ça veut dire utiliser un nom comme un verbe. Par exemple, on dit en anglais I will Google it ou I will Skype you. Enfin, il y a pas mal d'exemples. Mais en fait, quand carrément on utilise le logo, enfin le nom du produit comme verbe, parce qu'on a atteint un certain niveau où le produit, ça y est, il fait partie de notre vie. Donc ça aussi, ça contribue énormément bouche à oreille, à la croissance, etc. Voilà. Donc je me suis un petit peu attardée pour vous expliquer déjà c'est quoi le Delight. Et il faut bien être d'accord qu'il y a un énorme enjeu et une grande importance à le prendre au sérieux. Et bien maintenant, comment on va le mettre dans nos produits ? Enfin, il y arrive parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Comme tout processus de produit, j'ai proposé ce que j'appelle le processus de Delight et il est composé de 2 phases. Il y a ce qu'on appelle l'espace d'opportunité et aussi il y a l'espace de solution. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de problem space et solution space. Moi, je préfère tout le temps parler de opportunity space, ou plutôt espace d'opportunité. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment... D'ailleurs, c'est un shift dans le mindset qui est très important de commencer à parler d'opportunité parce qu'il y a pas mal de produits qui sont là, pas pour résoudre un problème. Ils sont là juste pour satisfaire un certain besoin, mais il n'y a pas forcément un problème à résoudre. Donc déjà, c'est un premier pas pour se dire que les produits ne sont pas forcément là pour résoudre un problème. Voilà. Et ce processus, il est composé de 4 étapes qu'on va essayer d'aborder une par une. Donc, identifier les motivateurs, lister les opportunités, catégoriser les solutions et améliorer les solutions. Donc, on va y aller mollo, une par une. Et je vais essayer d'expliquer au mieux. Et puis, on s'attardera après sur les questions, bien sûr. Identifier les motivateurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, il faut tout le temps commencer par, si on veut vraiment créer un produit à fort impact, c'est s'attarder à comprendre nos utilisateurs, leurs besoins, qui ils sont, etc. Et pour cela, la segmentation, je pense qu'on est tous d'accord, est super importante. On ne peut pas one size fit all, ça ne marche pas. Donc, il y a plusieurs types de segmentation. Et c'est ça où peut-être il y a de la nouveauté, c'est qu'il y a évidemment la segmentation démographique. En gros, qui sont mes utilisateurs ? Ça répond à la question de qui, leur âge, le pays, le genre, etc. Il y a le deuxième type qui est plutôt la segmentation comportementale et ça répond plutôt à quoi ? Qu'est-ce qu'ils font en gros ? Quelles features ils utilisent ? Combien de temps par jour ? Donc c'est vraiment leur comportement vis-à-vis du produit. Et le dernier où vraiment c'est celui qui peut vraiment changer le produit et apporter énormément d'avantages, c'est la segmentation motivationnelle. Et en gros, c'est pourquoi l'utilisateur est intéressé par le produit. Pourquoi il y va ? Pourquoi il a besoin de ce produit-là ? Donc, on a parlé de qui, comment, et là, on est dans le pourquoi. Et si on prend du temps et on s'attarde à essayer de comprendre et segmenter nos utilisateurs en fonction de leurs motivateurs, en gros, qu'est-ce qui les motive à utiliser le produit, vous allez voir, en fait, on va raisonner différemment et on va créer des features beaucoup plus orientées en fonction du vrai besoin. Il faut savoir que déjà, il y a 2 types il y aura beaucoup de types aujourd'hui. Il y a les motivateurs fonctionnels
Et il y a les motivateurs émotionnels. Les motivateurs fonctionnels, évidemment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est tout ce que vous êtes déjà au courant. En gros, vous allez soit résoudre un problème, soit rendre le produit plus efficace, soit créer de manière à ce que ça soit plus facile à utiliser. Donc généralement, toute feature qu'on a dans le backlog de point de vue fonctionnel, elle va elle va s'intégrer avec une de ces 3 catégories. Maintenant, les motivateurs émotionnels, et c'est là où j'aimerais plus passer plus de temps, c'est en gros quel facteur incite les utilisateurs à s'engager émotionnellement avec votre produit. Je m'explique. J'aime bien utiliser des exemples. Hop, hop. Voilà. Il y a quelques mois, avec mes 2 enfants et mon mari, on a pris l'avion pour partir à New York. On a fait un voyage en famille. Et mes enfants, à l'époque, ils ont à peu près 7 et 6 ans. Et je vous avoue, j'avais pas mal de stress parce que faire un vol de 7 heures avec des enfants, déjà, c'est pas facile. Mais on était psychologiquement préparés à ce vol. Et dès qu'on a embarqué dans l'avion, on a eu un petit membre d'équipage qui était venu avec un grand sourire et il a proposé, évidemment, ces 2 petites boîtes, toutes mignonnes, rien de spécial, mais avec des livrets de coloriage, des crayons, des petits jouets. Bref, évidemment, mes enfants étaient super contents, mais encore plus, ils étaient occupés avec pendant à peu près 1 heure, ce qui est incroyable. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire-là ? Parce que mes motivateurs émotionnels à moi, en tant que parent, c'était quoi ? C'était de se sentir moins embarrassé, moins gêné, moins stressé par rapport à des enfants qui peuvent courir dans tous les sens. Donc c'est vraiment, il y a un côté émotionnel négatif à essayer d'améliorer. Et les motivateurs émotionnels de mes enfants, c'était de se sentir de have fun, comme on dit vraiment, et puis avoir cette notion d'être un petit peu mis en valeur, etc. Donc, c'est un exemple que je trouve quand même assez intéressant parce que ça explique que chaque produit, derrière, évidemment, vous auriez pu me dire oui, ça me permet de jouer, ça me permet de colorier, de dessiner, mais derrière, la réalité des choses, c'est que Air France investit dans ce genre de choses. C'est surtout par rapport à cet effet émotionnel que d'ailleurs, tous les parents s'en rappellent après. Quand ils vont arriver, même après tout le séjour, ils vont se rappeler de ça. Enfin, c'est pour ça que j'ai pris les photos. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 2 types, encore une fois, de motivateurs émotionnels. Il y a les motivateurs émotionnels personnels et il y a les motivateurs émotionnels sociaux. Encore une fois, je m'explique. C'est quoi les motivateurs personnels ? En gros, c'est comment je veux me sentir, moi, en utilisant le produit. Quelle sensation je veux avoir, quelle émotion je veux avoir en utilisant le produit. Ça, où c'est encore plus intéressant, c'est comment je veux que la société, les autres, ressentent par rapport à moi à utiliser le produit. Est-ce que ça a du sens ? Alors, je m'explique peut-être, ça va vous parler, s'il y a des doutes. Alors, il y en a qui achètent des Ferrari. Bon, Ferrari, c'est extrême, hein, franchement, mais ça peut être un peu n'importe quel produit. On peut utiliser un certain produit pour se sentir bien, empowered, vraiment dans une phase vraiment... Pour satisfaire ses besoins personnels, mais aussi, pas mal de fois, on achète ce genre de produit pour la société, pour que les autres arrivent à nous voir un petit peu avec une certaine image plutôt positive. Voilà. Donc, pareil, d'ailleurs, chez Spotify, c'est intéressant. Il y en a beaucoup qui utilisent Spotify, évidemment, pour le besoin d'écouter de la musique, mais il y en a aussi qui utilisent Spotify parce qu'ils veulent faire partie de quelque chose. Vraiment faire partie de cette communauté digital, tech, etc. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut essayer d'identifier ces motivateurs ? En gros, il n'y a pas mieux que de parler avec les utilisateurs, passer le plus de temps possible, mais tout en essayant de leur poser des questions qui soient un petit peu plus orientées émotionnelles. C'est-à-dire, au lieu de leur poser la question sur... pourquoi j'utilisais ça, qu'est-ce que vous voulez utiliser, etc. C'est quoi vos problèmes ? Mais on va essayer d'orienter les questions plutôt sur le côté ressenti. Par exemple, là j'ai mis une liste des questions, mais ça pourrait être comment vous êtes-vous senti la première fois que vous avez commencé à utiliser le produit. Et plus on pose ce genre de questions, on va vraiment s'intéresser à le ressenti, plus on va avoir des informations qu'on va bien sûr mettre de côté.
et on va l'exploiter après pour définir les motivateurs. Donc, si on a bien fait le travail d'identifier les motivateurs, on va avoir cette liste-là. On va avoir une liste de motivateurs fonctionnels et une liste de motivateurs émotionnels. Donc, pareil, pour l'émotionnel, on va avoir les personnels, les sociaux, pardon. Voilà, et résolution de problème, efficacité et facilité d'utilisation. D'ailleurs, j'ai traduit les slides spécialement pour cet événement. C'est pour ça il y a encore des petites coquilles. Voilà. Avec plaisir. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est pour ça. Autrement, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et donc là, je vais expliquer un peu ces notions de motivateur avec un exemple de Spotify. Donc, si on prend Spotify comme exemple, eh ben, le schéma va donner que les motivateurs fonctionnels, évidemment, c'est une petite liste. Hein, en réalité, ça pourrait être beaucoup plus grand, mais ça pourrait être rechercher un contenu audio, découvrir de nouveaux contenus et profiter d'une haute qualité audio. Ça, c'est vraiment les motivateurs fonctionnels. Quand il s'agit des motivateurs émotionnels, eh ben, il y a des utilisateurs qui utilisent Spotify pour se sentir connectés, se sentir immergés et avoir une expression de soi. Donc ça, c'est certains motivateurs qui méritent d'être creusés et d'être ensuite exploités pour définir des opportunités. Et en parlant d'opportunités, c'est là où on arrive à la deuxième étape. Donc là, dans la première étape, on a parlé de comment identifier les motivateurs fonctionnels et émotionnels et s'attarder là-dessus pour essayer d'ensuite de créer des opportunités qui vont résoudre pour ces motivateurs-là. On arrive à lister les motivateurs, les opportunités, pardon. Et ça va vous rappeler quelque chose, peut-être ça, pour ceux qui connaissent déjà le double diamant, le framework de double diamant. Ça, c'est le premier diamant du double diamant. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à commencer par cette liste de motivateurs, qu'on a quand même passé pas mal d'énergie à essayer de les identifier, et ensuite explorer toutes les opportunités possibles pour ensuite converger et définir des opportunités. En gros, comment on va convertir ces motivateurs-là en opportunités produits. Et moi, personnellement, je suis fan de l'outil, il est plus connu sous le nom How Might We. C'est juste une formalisation du problème en opportunité. Donc voilà, la traduction donne comment pourrions-nous. C'est la première fois que je vois ça, mais en gros, c'est le How might we et tu prends l'action prévue. Qu'est-ce que tu veux vraiment résoudre pour quel utilisateur? Donc là, pour le coup, les targets, c'est les utilisateurs ciblés. Et là, pour le coup, tu vas lister ton objectif final. Je vais vous donner un petit exemple comment on peut utiliser le How Might We. Alors moi, quand j'ai rejoint Google, j'ai commencé avec Google Meet et c'était exactement l'année du Covid. Donc, je peux vous dire que l'utilisation de Google Meet cette année-là, elle a tout simplement explosé. Les comportements des utilisateurs ont complètement changé. On s'est trouvé tout d'un coup, subitement, en train de passer des heures sur Google Meet à appeler la famille, les collègues, les médecins, les professeurs, bref. Et donc, avec ce phénomène-là, il y a eu aussi des émotions, là pour le coup, négatives, qu'on a quand même passé pas mal de temps à essayer d'identifier. Et donc, d'après les utilisateurs, on a vu ces termes-là s'est répété, on se sent ennuyé au bout d'un certain, surtout les longues journées de meeting. Il y a une faible interaction, c'était beaucoup mieux avant en salle où on pouvait interagir, etc. Alors que maintenant, on sent une barrière. Et il y a même un terme, d'ailleurs je ne l'ai pas traduit exprès parce que c'est un terme qui est venu avec le début de Covid qu'on a appelé à l'époque le Zoom fatigue. On était ravis que ça soit appelé Zoom et pas Meet fatigue parce que quand c'est négatif, c'est mieux de mettre ça sur les autres. Mais en gros, c'est vraiment un phénomène où quand tu passes plusieurs heures en meeting, en vidéo call, c'est assez fatigant et épuisant émotionnellement aussi. Donc moi, en tant que PM, à l'époque, on a essayé d'identifier cette liste-là. C'est un peu plus grand que ça, mais ça, c'est juste une petite liste. Et voir comment est-ce qu'on peut convertir là pour le coup, des motivateurs en opportunités. Et ça donne quoi? Si j'essaye de reprendre le framework du How Might We, ça va donner comment pourrions-nous introduire des éléments interactifs, là pour le coup, chez Google Meet. Pour les participants des réunions en ligne prolongées, là pour le coup c'est vraiment les réunions prolongées qui étaient vraiment impactées par ce genre de problème, afin de maintenir leur engagement et réduire leur sentiment d'ennui.
Donc, il suffit d'écrire l'opportunité sous ce format-là. On a déjà une certaine opportunité bien définie. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Et bien, ça a donné un peu ça. À l'époque, je vous épargne un petit peu les étapes et les détails, mais quand on s'est vraiment penché sur ce problème-là, là pour le coup, on a introduit les réactions, vraiment la possibilité de pouvoir faire un pouce pour être d'accord ou un cœur, etc. Et ça, je dis pas que ça réduit l'ennui, mais au moins ça a permis d'avoir une certaine interactivité sans pouvoir interrompre l'interlocuteur et se faire un mute et dire je suis d'accord, etc. Donc c'est une façon de se sentir présent pendant la réunion. Voilà. Donc on a parlé d'identifier les motivateurs et lister les opportunités. On va parler de solutions maintenant. Et c'est là où je vais vous introduire le framework que j'ai développé depuis peu et ça... Bon, on va en parler. Avant de parler du framework, je vais vous montrer le deuxième diamant du double diamant, donc le framework Double Diamond ou le double diamant. C'est quoi? Ça consiste encore une fois à partir d'un problème ou de motivateur, explorer vraiment, comme là pour le coup, le sky is the limit, on va vraiment essayer d'identifier toutes les possibilités pour résoudre ce problème-là et arriver ensuite à une liste d'opportunités. Et quand on atterrit sur le deuxième diamant, pareil, on va prendre cette opportunité, ce qu'on a écrit tout à l'heure avec le How Might We, et on va essayer d'explorer toutes les solutions possibles pour résoudre ce problème-là ou cette opportunité-là pour le coup. Et ensuite, évidemment, on va, avec les techniques de priorisation, on va définir les solutions qui sont là pour le coup adéquates pour ce problème-là. Et dans la majorité des cas, les gens vont faire du brainstorming. Vraiment l'outil le plus répandu, le plus utilisé dans tout ce qui est définition d'idées. Et moi, je suis plutôt pour le brainwriting. C'est un peu différent du brainstorming. Pourquoi? Parce que... alors déjà, c'est quoi le brainwriting? C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une salle, toutes les personnes qui sont impliquées dans la définition des solutions. Et on va se donner 15 minutes dans le début de l'heure et on va chacun prendre un post-it et écrire toutes les solutions possibles sans parler. On ne va pas parler. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, ça va générer beaucoup plus d'idées. On va éviter d'être biaisé par les autres. Parce que si on va commencer à parler tous en même temps, ce qui va se passer, c'est que nos idées vont être influencées par les idées des autres. Et figurez-vous, en fait, on va arriver à générer beaucoup plus de solutions. Parce que bizarrement, quand on parle tous en même temps, ça limite notre capacité de réflexion et notre capacité d'innovation. Donc le brainwriting, c'est quelque chose, c'est presque la même chose, c'est juste qu'il faut changer le setup de la réunion où on va faire 15 minutes où chacun génère des idées. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait du brainwriting? Évidemment, on va avoir plein de solutions. Des solutions possibles pour pouvoir résoudre des opportunités. Ce que je vous ai mis ici, c'est que je me suis imaginé dans un cas où j'ai 4 opportunités. Cette équipe, elle est super efficace. Elle a réussi à avoir 2 solutions pour opportunité 1, une solution pour l'opportunité 2, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces solutions-là? On va les placer dans ce que j'appelle la grille de Delight. Je m'explique. C'est quoi la grille de Delight? La grille de Delight, c'est tout simplement une grille où on va lister, vous vous rappelez des motivateurs émotionnels? On va lister les motivateurs émotionnels qu'on a déjà définis dans la phase de Discovery et on va aussi lister les motivateurs fonctionnels. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir placer les solutions que j'ai définies tout au long dans mes réunions de brainwriting ou brainstorming ou whatever. Et je vais les placer de manière à ce que je vais essayer de les mapper avec les motivateurs. Par exemple, la solution 1, elle va résoudre un motivateur fonctionnel, mais pas de motivateur émotionnel. Par contre, la solution 7, elle va résoudre à la fois un motivateur fonctionnel, mais aussi un motivateur émotionnel. Et ce qui est beau dans cette grille-là, c'est qu'on va pouvoir catégoriser ces solutions en trois catégories. Si votre solution, elle résout seulement des motivateurs fonctionnels, ce qui est généralement le cas, vous êtes dans la catégorie faible delight. Il y a du delight, mais il est faible. Si votre solution,
elle ne résout que des motivateurs émotionnels, mais pas de motivateurs fonctionnels. Là, pour le coup, on est sur du delight superficiel. Par contre, si vos solutions sont vraiment dans le cœur de la grille, c'est-à-dire ils vont résoudre à la fois des motivateurs émotionnels et des motivateurs fonctionnels, là, pour le coup, on est dans le deep delight. Je vais réutiliser l'exemple de Spotify. Donc, quand j'étais chez Spotify, évidemment, j'étais impliquée dans pas mal de features. Ça, c'est une des listes, une des features que j'ai touchées de près ou de loin. Donc, évidemment, il y a les vidéos podcasts, il y a les jams, il y a Discover Weekly. Et j'aimerais prendre 3 parmi ceux-là comme exemple. Donc, quand j'étais chez Spotify, on a travaillé sur une feature qui s'appelle la normalisation. Alors, c'est quoi la normalisation? Ça a l'air un peu tout bête, mais c'est super important. En gros, quand tu crées une playlist, la playlist peut avoir des tracks audio de plusieurs albums. Et ben, les albums, quand on les reçoit chez Spotify, on les reçoit avec des niveaux de volume différents. Donc, toi, en tant qu'utilisateur, si tu vas avoir une playlist avec des niveaux de volume, c'est terrible. Donc, on a créé cette feature de normalisation qui, évidemment, va permettre que ta playlist va avoir plus ou moins le même niveau de... Ça a l'air évident, en fait, hein. Ouais, mais va avoir plus ou moins le même niveau de volume. On a aussi, évidemment, ça c'est beaucoup plus connu, la Discover Weekly, c'est vraiment la playlist qui est générée, personnalisée pour l'utilisateur pour qu'il puisse découvrir des nouveaux tracks audio. Et évidemment, Wrapped, c'est vraiment... Le plus connu, on va dire, de Spotify, où à la fin de l'année, vous allez avoir une campagne qui va vous dire qu'est-ce que vous avez écouté le plus, vos artistes préférés, etc. Alors, comment on va les placer dans la grille de Delight? Donc, si on fait cet exercice-là, on va se rendre compte que la normalisation, en fait, elle n'a pas forcément un lien avec les motivateurs émotionnels. Donc là, on est sur du faible Delight, parce qu'elle va résoudre ce besoin d'avoir une bonne qualité. Par contre, le Discover Weekly, on est dans, évidemment, ça permet de découvrir des nouveaux contenus, mais aussi ça permet d'avoir une certaine expression de soi. Pareil pour Wrapped, on est dans la connexion, on est dans l'expression de soi, mais aussi on n'a pas de motivateur fonctionnel, donc on est dans du Surface Delight ou le Delight superficiel. Donc vous voyez là, j'ai 3 exemples où on a du deep, je confonds un petit peu les deux termes, donc on est dans du Delight profond, le Delight superficiel et on est dans du faible Delight. On peut s'amuser à continuer à classifier les autres features, bien sûr, et ce que j'ai fait, mais à mesure de temps, on va essayer de s'arrêter sur ces 3 features-là. Alors maintenant, c'est comment pouvez-vous ajouter du Delight à votre produit? Et j'ai eu cette question-là quand j'ai des features qui sont surtout dans du faible Delight. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux transformer mes features qui sont faible Delight en Delight profond? Et c'est là où on arrive à la 4e étape du processus, c'est améliorer les solutions. Et j'ai un petit bouquet de possibilités pour pouvoir, que vous pouvez utiliser en tout cas, pour pouvoir améliorer vos features et les transformer en Delight profond. La toute première, toute bête, c'est évidemment la personnalisation. Plus on investit dans la personnalisation, plus on arrive à créer de la connexion émotionnelle avec l'utilisateur. Et c'est un peu pour ça que Discover Weekly, c'est vraiment un carton. C'est pour ça que l'algo de recommandation de Netflix, c'est un carton. Et c'est aussi pour ça que Spotify, Starbucks se casse la tête à écrire mon prénom qui est tout le temps compliqué à écrire et elle aurait pu m'appeler 35 ou 42 ou 85. Le problème, c'est que 35, ça me dit rien, moi. Alors que avoir mon prénom, c'est directement se connecter avec le produit. On devient un petit peu plus attaché à la tasse. On n'a pas envie de la jeter à la poubelle. Bref, c'est une autre histoire. La deuxième opportunité que vous pouvez explorer pour apporter plus de Delight profond, c'est l'effet surprise. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que la définition théorique de Delight, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si on veut vraiment théoriser le Delight, c'est la combinaison de 2 émotions. C'est-à-dire, on est dans le Delight si on est à la fois dans la joie et la surprise. Imaginez-vous, vous êtes à un moment où vous êtes à la fois joyeux et surpris. Là, c'est la définition théorique du Delight. Il faut en profiter et essayer d'apporter un effet surprise dans le produit. Y a-t-il des moments de surprise délibérément placés tout au long du parcours utilisateur? C'est un petit peu ça. Et si on n'a pas, comment est-ce qu'on peut apporter ces éléments de surprise dans le produit? D'ailleurs, j'aime bien cet exemple.
Parce que le dinosaure, là, évidemment, il apparaît dans des moments de frustration, il n'y a pas de connexion, mais ça reste quand même une surprise positive qui permet de connecter avec l'utilisateur et réduire un petit peu sa frustration. D'ailleurs, il a eu un énorme succès, le dinosaure. Il y a eu même des concours où qui peut avoir le meilleur score du dinosaure de Chrome. Oups, ça va trop vite ou pas trop vite, en fait, ça dépend. Ah oui, c'est mon préféré. En fait, c'est l'empathie. Alors, on entend beaucoup parler de l'empathie, mais aujourd'hui, les produits qui représentent beaucoup de succès, ou en tout cas qui voient beaucoup de succès, c'est les produits qu'on sent qu'il y a un effet humain derrière le design, derrière le produit. Et il faut vraiment éviter de créer un produit qui sent trop machine, qui représente pas du tout l'effet humain. Donc, je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec le Head of Product de Dyson. Et il me dit quelque chose d'assez intéressant. Il me dit, nous, on ne compare pas nos aspirateurs avec les concurrents. On compare nos aspirateurs avec la personne, enfin des vraies personnes, le service personnel pour nettoyer l'appartement. Donc déjà, avoir ce mindset de se dire, je compare mon produit à une alternative humaine, crée une certaine barre assez haute. Et pareil, on a appliqué ce principe-là chez Google Meet, où on ne se comparait pas forcément avec Teams ou avec Zoom, on se comparait par rapport à être dans une salle, tous ensemble, comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait être mieux si on était dans une salle? C'est pas qu'est-ce qui aurait été mieux chez Zoom, ou qu'est-ce qui aurait été mieux chez Teams. Et vraiment adopter ce mindset-là permet déjà d'identifier des solutions beaucoup plus humaine et beaucoup plus rapprochée à ce qu'un être humain favorise. D'ailleurs, j'aime beaucoup cet exemple-là. Peut-être vous l'avez déjà vu, c'était à peu près il y a 1 an. C'était Slack où vous n'avez vraiment pas d'update à faire, aucune mise à jour. Et au lieu de d'écrire sur le App Store, on n'a pas d'update, ils ont tout simplement écrit We wanted to use this space to remind you to be kind to yourself and those around you. En gros, tout simplement, ils n'avaient rien à dire, mais on voulait vraiment que vous soyez sympa et we love you. Mais pourquoi pas? Tu vois, ça fait un petit sourire et on n'est jamais contre ça. L'autre effet, évidemment, qui est pas mal utilisé dans les produits, c'est l'effet célébration. On aime bien célébrer les bons moments, que ce soit avec le produit ou avec nos proches. C'est pour ça, moi, personnellement, j'utilise, par exemple, Airbnb en tant que host. Et j'y tiens beaucoup à être super host. Vraiment, c'est mon objectif. C'est mon KPI de l'année. Et quand je suis... Alors, Airbnb, il évalue le super host tous les 3 mois. Et quand je suis super host, dès que j'ouvre l'appli, je vais avoir des confettis un peu de partout. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Pourquoi pas? Tu vois, c'est vraiment des moments où... Enfin, moi, personnellement, à ce moment-là, je suis joyeuse, je suis heureuse. Donc, j'accepte ce genre de célébration. Par contre, si ça ne matchait pas mon humeur, là, pour le coup, ça aurait été un flop total. Partenariat. Alors ça, c'est nouveau. Je n'avais pas ce slide-là la semaine dernière, d'ailleurs. C'est quand même assez nouveau pour aujourd'hui. L'effet partenariat. Pourquoi? Parce que je parlais il y a 2 jours avec le Head of Product de Tag Heuer. Enfin, vraiment, ils sont vraiment dans le luxe. Ils appartiennent au groupe LVMH. Et il me disait qu'on a créé une montre en partenariat avec Nintendo. Alors là, Tag Heuer avec Nintendo, j'ai rien compris. Je lui ai dit, Teddy, tu m'expliques là. Et là, il m'explique exactement ce que je suis en train de vous raconter. C'est-à-dire, ça crée une certaine connexion émotionnelle avec un groupe d'utilisateurs. Là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup ciblé. Mais il nous a dit qu'il y a certaines personnes qui veulent avoir cette perception d'être joyeux, d'être dans le play, dans le jeu. Et ça a eu un carton. D'ailleurs, ça a été vendu worldwide en 10 minutes. Donc c'est un carton et je me suis dit c'est pourquoi pas. D'ailleurs on a appliqué ce principe-là chez Spotify où on faisait des partenariats avec Ray-Ban, rien à voir avec Spotify, mais vraiment oui, Ray-Ban ils ont créé des lunettes avec des petits speakers là derrière et du coup on a fait une collaboration pour pouvoir faire ces partenariats de luxe, mais l'idée c'est vraiment de donner cette perception émotionnelle avec les utilisateurs. Et le dernier que j'ai pour vous, c'est le plus facile et le plus simple généralement à mettre en place, c'est la saisonnalité. En gros, le produit prend-il en compte les facteurs saisonniers pour améliorer l'expérience utilisateur? En fait, c'est tout bête, mais ça crée, là pour le coup, pourquoi je dis c'est le plus simple et le plus efficace? Parce que déjà, il y a 2 types de saisonnalité. Il y a la saisonnalité personnelle, rappelez-vous,
joyeux anniversaire, ça me concerne que moi. Et il y a la saisonnalité communautaire, c'est-à-dire il y a Noël, il y a Diwali, là pour le coup. Et quand j'étais chez Google Meet, en fait, on s'occupait de la partie fond d'écran. Et on avait évidemment des fonds d'écran statiques et mobiles, mais aussi on avait des fonds d'écran saisonniers. Donc quand c'était Diwali, on a fait, par exemple cet effet-là. Quand c'était Noël, on faisait des arbres de Noël, on a fait pour Ramadan, on a fait pour Pâques, on a fait vraiment pour toutes les saisonnalités, parce que là, pour le coup, il faut être inclusif, il faut vraiment essayer de viser tout le monde. Et on s'est rendu compte que quand on lançait ces fonds d'écran, généralement pour une période de 3 semaines jusqu'à 4 semaines, et après on les enlève, ça crée un pic dans l'engagement et dans l'adoption incroyable. Vraiment, ça permet de booster les métriques produits de manière incomparable par rapport à toutes les autres features. Donc, pourquoi pas en profiter? Voilà. Est-ce que j'arrive à la fin? Voilà, j'arrive à la fin du processus. Donc, on a parlé de comment identifier les motivateurs, comment lister les opportunités, ensuite comment convertir ces opportunités en solutions, mais surtout comment les catégoriser pour vraiment avoir des features en delight profond. Et ensuite, ceux qui ne sont pas encore dans le profond, comment pouvoir les améliorer de manière à ce qu'on peut les ramener petit à petit vers la catégorie delight profond. Alors, j'en parle vraiment beaucoup de cette notion de delight, j'en parle tellement que ça devient un petit peu une obsession pour moi. Et aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet-là. Il va s'appeler Delight. C'est prévu pour mars 2025, si tout va bien. Et dans ce parcours d'écriture, évidemment, j'ai interviewé pas mal de leaders dans le monde du produit pour voir un petit peu leur déjà vision, leur perception du delight. Et je me rends compte justement, voilà, j'ai listé un petit peu les logos des boîtes dans lesquelles ils travaillent. Je me rends compte que cette notion de delight, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus considérée. Il y en a même qui considèrent le delight comme un principe ou une valeur carrément produit aujourd'hui. Il y en a qui utilisent le delight comme carrément un pilier dans la stratégie. Alors, il y en a qui appellent Delight, il y en a qui appellent, par exemple, Dropbox, c'était rigolo, Dropbox, il appelle ça Cupcake. Mais j'ai compris à travers la discussion que c'est plus ou moins la même chose. Mais par contre, c'est un peu malheureux aussi, parce que je coach pas mal de product leaders aussi, je me rends compte que c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup à travailler. Il ne faut pas que ça soit exclusif aux grandes boîtes, ou c'est vraiment que tout le monde peut faire ça, et c'est pour ça que j'ai essayé de créer ce framework pour essayer de standardiser et de rendre un petit peu plus accessible. Alors, si vous avez besoin, si vous voulez avoir plus de conseils, et aussi si vous voulez avoir les diapositives, je mets en place ce QR code. Donc, profitez pour télécharger les slides. Mais aussi, j'ai récemment créé une newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et dans cette newsletter, je vais essayer de partager le maximum d'informations sur le Delight, mais aussi les interviews que j'ai eues avec les leaders, rappelez-vous, avec les grandes boîtes. C'est bon, je vous laisse finir de prendre des photos. Ça marche? En fait, il faut cliquer ensuite sur... Il y a un lien, il faut cliquer dessus. Dites-moi si vous n'y arrivez pas. Alors, j'arrive vraiment à la fin, là, pour le coup. Un petit résumé. Donc, je vous ai parlé de comment pouvoir apporter du delight. Vous allez me dire comment je vais commencer. Tout simplement, il faut commencer à identifier les motivateurs émotionnels. Il n'y a pas forcément un énorme effort à faire. C'est-à-dire, revenez un petit peu à vos insights utilisateurs et regardez un petit peu dans ce que les utilisateurs ont dit et essayez d'identifier ces motivateurs à la fois émotionnels et fonctionnels. Placez-les dans votre grille de delight et regardez un petit peu dans votre backlog quels sont les features qui sont delight profond, faible ou superficiel. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore dans le profond, profitez un petit peu avec les amplificateurs que j'ai partagés avec vous pour amener plus de delight profond dans votre produit. J'arrive à la fin, donc je vous remercie pour votre écoute, votre patience. J'espère que ça vous a servi. Alors aujourd'hui, je suis coach et je suis dans le conseil produit, donc j'interviens surtout en tant que coach mais aussi formatrice. Je donne des workshops, que ce soit dans Delight mais autres aussi, et je serais ravie de rentrer en contact, donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur LinkedIn ou via la newsletter. C'est toujours un plaisir de partager sur ce sujet. Un grand merci.